je pensais que t'as couché et que ça refermait comme ça. Et en fait, pas du tout. Tu restes Oui, payante, quoi, pendant... Mais t'as quand même fait passer une tête d'enfant, tu vois. Mais moi j'étais bête et du coup, je me disais, et du coup, je me retenais d'aller faire pipi, j'avais peur de me lever, je me suis dit, il y a un problème, etc. J'ai attendu que l'infirmière vienne me voir. Et je lui ai dit, en fait, au bout d'un moment, je lui ai dit, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème, je vais me lever, tous mes organes vont tomber. Elle fait, non, c'est juste que vous êtes encore ouverte à 8. Donc oui, ça vous allez sentir cette sensation, mais vous inquiétez pas, c'est normal, vous pouvez vous lever et faire pipi. Et elle m'a dit, d'ailleurs, pendant 3 mois, il ne faut pas aller ni à la piscine, ni prendre de bain, ni... je sais plus ce qu'elle m'a dit, du 3e truc, mais parce que, en gros... il y a moyen que ça... qu'il y a un poisson qui rentre, qui élise à domicile dans ton utérus. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Élodie, quel bonheur de t'avoir. Mais écoute, le bonheur est partagé. C'est vrai, c'est super. On va parler de ta vie de daronne. D'accord, écoute. Parce que t'as beau avoir... C'est mon sujet préféré en ce moment. C'est vrai. Je me plains énormément. Parce que, en fait, en vrai, t'as l'air d'avoir 14 ans. Oui, c'est vrai. Puis là, je suis pas maquillée, là, c'est terrible. C'est vraiment... Mais non, t'es maman. C'est une maman, ouais. T'es maman d'une petite fille. Un petit garçon. Un petit garçon, putain. Alors le mec n'a pas bossé. Pas du tout. Mais c'est pas grave. C'est une image dans les réseaux sociaux. C'est une image. Progéniture, on sait pas si c'est un garçon, si c'est une fille. Élodie, tu étais humoriste. Oui, c'est ça. C'est ton métier. C'est mon métier. Je me présente comme humoriste. Oui, T'as un spectacle qui s'appelle Future Grande. C'est ça. Où tu viens expliquer, en gros, ta vie de jeune femme. T'as 35 ans, c'est ça ? J'ai 35 ans, ouais. C'est pas obligé de le rappeler non plus, mais... Pardon, hein. Non, mais oui, 35 ans. Et je parle de... Le spectacle, au début, quand je l'ai écrit, c'est la version 2 du spectacle. Ouais. Parce que le spectacle, au début, quand je l'ai écrit, j'avais un peu moins de 30 ans. Et je disais que c'est dur d'être une femme. Je parlais de tous les aspects de la société, qu'il fallait être apprêtée, qu'il fallait être élégante et que j'étais rien de tout ça. Ouais. Et surtout, je me disais, il faut surtout vouloir des enfants. Oh non! Et puis bon... Le petit commence à mal le prendre, le spectacle. Je dis, bon, je vais faire une deuxième version. Il a quel âge ton fils ? Là, il a 3 ans. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir maman entre-temps, tu vois ? C'est-à-dire qu'à 30 ans, t'étais là, oh non ! Et à 35, tu fais, bon, ça y est, hop. Ça s'est un peu fait naturellement. On y a pensé, puis d'un coup... ouais, voilà, pourquoi tenter le truc ? Puis c'est arrivé très vite. Du coup, j'ai voilà. Pas eu le temps d'hésiter, et déjà là. Donc, voilà. T'as, comment te dire ? En fait, est-ce que t'as la sensation de... putain, pardon. Les voyelles sont partis faire une manif à République. On veut plus travailler. Bon, on n'aura que les consonnes de Fabrice. Est-ce que tu te souviens est-ce que tu te souviens du moment où tu apprends que tu vas devenir maman ?
Ouais, Parce que ouais. tu dis comme si j'ai un peu l'impression que c'était hyper simple et tout, mais pouf. Ben ouais, parce que en fait, je me suis dit tiens, parce que comme je suis quelqu'un de très attentif, je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu mes règles. Ça fait 6 mois. Ouais, c'est un peu ça quoi. Et d'ailleurs, j'en parle dans le spectacle, je dis que je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce qu'en plus, moi j'ai eu en plus au début des règles anniversaires, donc des petites pertes de sang à chaque fois, chaque mois qui marquaient le. Et donc à un moment, je me suis dit non, là ça fait un moment que j'ai pas eu de règles et puis des vraies règles et tout ça. Et donc j'ai fait un test et en fait, quand on a fait la prise de sang, c'est mais vous êtes enceinte de 2 mois et demi. Quoi? Donc ouais, c'est pas. Moi je me suis pas rendu compte puis. Je suis pas hyper. C'était pas vraiment un truc de. On le fait. Il y en a qui sont très organisés. Ouais. J'avais des copains qui voulaient avoir des enfants, donc ils avaient développé 2 techniques. Ok. La technique de l'épandage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait 2 techniques. La technique de l'épandage, vous allez apprécier la métaphore. C'est qu'on arrose à tout va, tout le temps, la forêt, comme les canadaires en période estivale pour éteindre les feux. Et il y avait la technique du ciblage. Donc, c'était des copines qui faisaient des tests d'ovulation, qui, au moment clé, il fallait... checker leur température. Exactement. Et tout. Et ben moi, j'étais la 3e technique, la technique de on va voir. Et donc, en fait, ça arrivait super vite. Et peut-être que le fait de pas trop se prendre la tête, ça a fait que ça est venu super vite. Enfin, je sais pas du tout comment l'expliquer, mais voilà, j'ai eu cette chance-là parce que je sais que pour avoir j'ai 35 ans là maintenant, du coup j'ai plein d'amis autour de moi, il y en a qui ont de plus en plus de difficultés à avoir des enfants et moi j'ai eu cette chance-là de ne pas avoir de difficultés donc et de même pas vraiment t'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Final. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Je jure que c'est un moment qui fait. Ça fait longtemps que t'as pas eu de règles. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Et donc en plus la honte, parce qu'après quand ton gynéco te demande à quoi remontent vos dernières règles, c'est vraiment, elle est vraiment pas attentive celle-là. Vraiment c'est. Mais c'est parce que t'étais en train de faire ton job, t'avais d'autres choses en tête, c'est ça? On l'a fait en dilettante en disant bon ben on voit si dans un an ça donne rien et en fait tout de suite quoi. Quel talent. Écoute, ouais, c'est extrêmement fertile. T'approches pas trop. Alors, j'ai une vasectomie, ça ne risque pas. Oh, bah tu sais. Oh là. Non, déconne pas. Élodie, est-ce que tu te souviens de... Enfin, bien sûr que tu te souviens. Comment s'est passée ta grossesse? Ma grossesse, très très bien. Plutôt bien. Il y avait des choses qui me frustraient énormément, c'est le fait de pas pouvoir... Moi, je suis quelqu'un de très dynamique dans la vie, je cours partout, je saute partout et tout ça, de ne pas pouvoir faire pareil. Ouais. Donc ça me frustre énormément. Je me rappelle, une fois, j'ai un mec qui rentre et il dit « Mais pourquoi tu pleures ?»« Je suis essoufflée !» Voilà, c'était vraiment... J'en ai marre, je suis essoufflée. L'intensité de la personne. Voilà, il y a aussi un peu les hormones qui interviennent. Mais sinon, non, ça allait. Si, j'ai eu un moment où j'ai énormément paniqué, c'est que j'ai eu des saignements autour du 4e mois, je crois, de grossesse. Et en fait, c'est hyper courant parce que c'est le moment où le placenta se déplace dans l'utérus et c'est hyper courant. Je crois que c'est 1 femme sur 4 à ça. Okay. Mais moi, j'étais vraiment en train de croire que j'étais en train de perdre le bébé. Donc, on a conduit jusqu'à l'hôpital de façon archi dangereuse parce qu'on pensait que c'était la fin et tout ça. Enfin bref. Et en fait, non, c'est juste que pas trop informé, on savait pas. Mais ça peut être hyper... Au 4e mois. Au 4e mois, ouais. Sinon, après, grosso modo, ma grossesse était plutôt cool. J'avais mes envies, du coup même pas les envies, c'était même des fruits, tu vois, c'était pas un truc je fais des fraises. Je me rappelle une fois, à un moment, je voulais absolument des cerises. Il y avait un cerisier dans le jardin d'à côté de chez nous et mon mec c'était pas un jardin, c'était un terrain abandonné avec un cerisier et mon mec il allait chercher des cerises là-dedans. Oh là là. Le pauvre, il y avait, tu voyais les rats qui sortaient. J'ai oulala, bon courage. Merci mon amour. Tout ça pour des cerises. Tout ça pour des cerises. Quelle et en plus, après, oh non, j'en veux plus. C'est vrai? Non, je t'imagine bien. Non, j'ai dégommé. Non, j'avais vraiment très envie de cerises. Comment s'est passé ton accouchement? L'accouchement, c'était... T'avais la flemme. Oui. Tu le dis dans le spectacle. Je le dis dans le spectacle, ouais, j'ai la flemme. Je fais semblant de pousser. Ça ne marche pas. Oui, ça... T'as vraiment fait semblant de pousser? Ouais, j'étais un peu fatiguée. J'étais un peu fatiguée. J'ai eu 2-3 fois, je fais semblant, qui va s'en rendre compte? Et ben, la infirmière s'en rend compte parce que le bébé ne descend pas. Elle fait, oh, mais il remonte là! Bon, bah, je vais vraiment pousser alors. Mais ça dure longtemps. Moi, je me rappelle, je suis rentrée.
j'ai perdu. En fait, moi, j'ai percé la poche des os le matin, à 6h du matin, un truc comme ça. On est parti à la maternité. Et ça a mis un petit peu de temps avant que les contractions commencent. Et j'ai accouché, finalement, 24 heures après, quoi. Et entre-temps, voilà, les contractions, etc. Donc, c'était long. C'était très long. Et puis, en plus, moi, l'excitation, j'ai pas du tout dormi. Parce que du coup, dormez un peu, reposez-vous. Déjà, on a mal. Et parce que moi, j'ai eu vraiment, je crois que peut-être de midi jusqu'à... En plus, tellement j'avais mal, j'étais contractée et je ne m'ouvrais pas du tout. Oui. Madame a dit, vous allez mettre 3 ans à coucher, c'est pas possible. Et donc, quand on est arrivé à vraiment aux 2 cm, c'était bon, bah là, on va mettre la péridurale. Et la péridurale fait que je n'avais plus mal. Elle m'a dit, oula, l'enfant est déjà là. Donc, c'est vraiment, c'est arrivé hyper vite. Vraiment, elle m'a dit, en fait, vous avez tellement mal que vous vous crispiez et que vous ne vous ouvriez pas du tout. Donc ouais, non, c'était, non, ça fait mal, hein, l'accouchement. J'y pense, mon Dieu. Tu t'en souviens comme un truc qui fait mal? Non, mais je me souviens que j'en ai chié. Non, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on s'en souvient plus. On se souvient plus. Alors moi, je sais que j'avais décrit, c'est comme la douleur des pires règles et de la pire diarrhée que t'as eue. Oui. Parce que mon mec, ça fait mal comment? Mon mec, il demandait ça. Mais là, maintenant, tu me demandes, est-ce que tu te rappelles de la sensation? Je me rappellerai pas. Je me rappelle que ça me prenait le dos, ça me prenait devant. Mais je me rappellerai pas de la douleur. Et par contre, je me rappelle que j'en pouvais plus, quoi. D'avoir mal, vraiment, parce que à midi, les contractions ont commencé à se faire bien régulièrement. Et je m'ouvrais pas vraiment. Je me disais, en plus, je me rappelle qu'à chaque fois, ils viennent te checker. On va voir où est-ce qu'on en est. 1 cm. 1 cm. 1 centimètre et demi. Oh, mais putain, ça va jamais. Je vais jamais le faire. Et vraiment, ils m'ont mis la péridurale. Et à partir du moment où la péridurale a fait effet, je pense qu'en 20 minutes, le bébé était là. Et je vous avais dit que c'était fort les contractions. Non mais ouais, il y avait un truc de crispé que je bloquais tout. Ok. Comment s'est passée la rencontre avec ton fiston? Ça c'était chouette. Hein, c'est un moment. Moi je me rappelle, j'ai vu ses yeux, il avait les yeux grands ouverts et j'ai vraiment vu ses yeux arriver tout de suite vers moi. Il y a un truc que je raconte dans le spectacle et c'est un truc vrai qui est arrivé. Hein, c'est que au moment tout est vrai. Tout ce que tu racontes dans le spectacle, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ou alors c'est basé d'un truc vrai que j'exagère, mais tout est vrai. Et d'ailleurs il y a un truc qu'on fait à l'accouchement qui m'a fait beaucoup rire, mais je raconte pas dans le spectacle. C'est que à un moment la dame elle vérifie, elle me check, mais j'étais bien ouverte. Et elle me vérifie et je sens qu'elle m'ausculte et qu'elle appuie vers le bas et qu'elle tire vers elle. Je dis, mais madame, vous m'avez fait faire caca, là. Elle fait, oh, mais d'habitude, on sent pas. Et en fait, elle me dit, elle le fait systématiquement. Parce qu'en fait, le bébé, en fait, fait ce mouvement-là en appuyant avec sa tête. Il appuie comme ça sur la fin du rectum et il pousse. Et dit, en général, quand le bébé arrive, il y a la selle. Et du coup, pas que ce soit... pour que le bébé arrive dans un endroit un peu plus cool. Moi, je le fais, ce mouvement-là. Et elle me dit, d'habitude, les gens ne s'en font pas. Et moi, je mets très peu de péridurale parce que je voulais bien pousser pour au final faire semblant après. Donc, vraiment. Mais ouais, ça, c'était rigolo. Et donc, ouais, au moment où le bébé sortait, la femme m'a dit, Madame Arnoux, je vois la tête, je vois les cheveux, allez-y, touchez. Et moi, terrorisée, non, je vais pas mettre la main là-bas. Et elle insistait, si, regardez, il est touché. Donc, j'ai fait ça. Et je dis, oui, c'est vrai, je sens les cheveux. Elle me dit, non, ça, c'est vous. Ah, ah super. Je me disais, tiens, il est frisé. Et ça, c'est un truc vrai. Je me dis vraiment, ma vie est un sketch. Et tu le racontes dans le spectacle? Je le raconte dans le spectacle. C'est quoi le truc que tu racontes pas? Tu m'as dit, il y a un truc que j'ai pas... Le caca. Le caca, je le raconte pas dans le spectacle. Je l'avais. Effectivement. Bravo pour cette anecdote. Écoute, ça, vraiment, et c'est là où le cerveau du humoriste sort. Il dit, ça, on le garde pour le spectacle. Non, mais c'est vrai, c'est tellement de... Ah, c'est pépite, quoi. Et puis surtout que, sur le coup, tellement il y a une émotion et tout ça, personne réagit, quoi. Je me suis dit, mais attendez, j'ai envie de faire, attendez, vous venez voir ce qui vient de se passer? Où est mon public? Ouais, et mon mec, il était premier degré, il est là, l'infirmière qui était dans son truc en train de... Et maman qui fait, mais attendez, elle me toucher mes whelps en disant, je sens sa tête. C'est quand même extraordinaire. Ah ouais, c'est drôle, hein, c'est drôle ces moments-là. Il y a toujours des trucs incroyables qui se passent
quand t'accouches, parce que déjà c'est sur des moments qui sont un peu gênants, très intimes, etc. Et puis il y a toujours des réactions qui sont rigolotes, quoi. Mais c'est hyper universel en même temps. Et en plus, ouais, c'est hyper universel. Je sais que, tu vois, le truc de vous m'avez fait faire caca, elle me dit, je le fais à tout le monde. Elle me dit, je le fais à tout le monde. Mais en général, la péridurale est plus dosée. Ouais. Et donc tu le sens pas. les gens ne le sentent pas. Et moi, j'avais peu dosé parce que je voulais bien pousser, je voulais avoir une poussée efficace. Et donc, je voulais un peu sentir. Et donc, j'ai dit, ouais, je sens un peu là. Faites pas ce que vous voulez là-bas, hein, moi, je sens tout. Comment ça se passe ta vie de jeune maman dans les premiers jours? Ah, les premiers jours, perdus. Alors déjà, moi, du coup, j'ai accouché, il était 3h du matin, je crois. Ah oui. Je suis épuisée. Mais il y a l'adrénaline qui fait que, bon, on chiale. Bah oui. Les grandes eaux pour tout le monde, on appelle, là, y est, le bébé est né, ma mère, sa mère, etc. Et on reste un peu dans la salle d'accouchement. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, non, ils vérifient que tout va bien pour nous, pour le bébé. On te recoue aussi, éventuellement. Elle m'a fait un ourlet superbe, tu verrais ça. Un drapé magnifique. Et après, ils te ramènent et là, vraiment, quand on est revenu dans la chambre et que la tension, l'adrénaline est un peu retombée, tout est retombé. Et je me suis endormie tout de suite, vraiment tout de suite. Et épuisée. Et 8 heures. Je crois que c'était... Ouais, du coup, j'ai accouché à 3 heures. Donc, à 5 heures, dans mon lit, 5h02, je dormais. Et à 8 heures, toute l'équipe des pédiatres, on va faire l'effet de bébé, comment il va, qui viennent t'expliquer tout. Ah oui. Comment le soin du cordon, J'étais là. En fait, du coup, j'ai dit à mon mec, là, prends le relais, je suis pas en état du tout d'écouter ou d'enregistrer ce qu'elle va dire, ou même de me lever pour voir comment elle donne le bain. Ouais. Donc, prends le relais. Et ce qui était terrible, c'est que c'est tellement ancré dans certains comportements que c'est la maman qui va donner les soins, que limite, ils ignoraient Ah ouais. Ouais, j'ai trouvé ça terrible. À un moment, mon mec me dit, mais je suis transparent. T'imagines? C'est un fantôme depuis le début, il n'y a que moi qui le vois. C'est 6e sens. Non, et vous le voyez? Ok. Il y a bien quelqu'un avec nous dans la pièce. Donc... Non, parce qu'elle lui parlait pas. Elle lui parlait pas. Oh lui, là déjà là. même, des fois, lui, il posait une question et elle me répondait à moi. Oh là là, horrible. C'était terrible. Non, mais après, tu vois, c'est tellement ancré. Tu vois, alors, il y en a, évidemment, c'était pas toutes les puéricultrices, mais beaucoup. Enfin, moi, j'avais trouvé que c'était vachement ancré, ce truc-là. Du coup, en fait, dès la naissance, dès la minute 0, on charge la mère qui, déjà, moi, un camion m'est passé dessus, laissez-moi tranquille. Oui, et tu m'étonnes. ouais, vraiment, t'en peux plus, quoi. T'es crevé, tu peux pas te lever. En plus, moi, j'avais trop peur de me lever parce que ça, on le dit pas assez, je trouve. Qu'on reste ouverte, telles des portes de saloon. Quelle joie. Non, mais en vrai, tu restes en fait ouverte, genre juste après l'accouchement. Moi, je pensais que tu t'accouchais et que ça refermait comme ça. Et en fait, pas du tout. Tu restes Oui, payante, quoi, pendant... Mais t'as quand même fait passer une tête d'enfant, tu vois. Mais moi, j'étais bête et du coup, je me disais, et du coup, je me retenais d'aller faire pipi, j'avais peur de me lever, je me suis dit, il y a un problème, etc. J'ai attendu que l'infirmière vienne me voir et je lui ai dit, en fait, au bout d'un moment, je lui ai dit, j'ai l'impression qu'il y a un problème, que je vais me lever, tous mes organes vont tomber. Elle fait, non, c'est juste que vous êtes encore ouverte à 8. Donc oui, ça vous allez sentir cette sensation, mais vous inquiétez pas, c'est normal, vous pouvez vous lever et faire pipi. Et elle m'a dit, d'ailleurs, pendant 3 mois, il ne faut pas aller ni à la piscine, ni prendre de bain, ni je sais plus ce qu'elle m'a dit de 3e truc, mais parce que en gros il y a moyen que ça qu'il y a un poisson qui rentre qui élise domicile dans ton utérus. non mais elle dit voilà. Oh mais non, je t'avais dit que t'es encore ouvert à 3, une truite, ça passe largement. Non mais elle dit voilà, on peut avoir des infections, etc. Non mais il y a plein de choses qu'on sait pas. Moi c'est pour ça que j'ai écrit un livre dessus, parce que j'allais t'en parler. Je trouvais ça, je me disais il y a trop de choses qu'on sait pas, qu'on ne dit pas, quoi. La grossesse zéro tabou. Voilà, le guide zéro tabou de la grossesse. Zéro tabou de la grossesse. Parce que quand tu me constatais, j'ai très peu de honte. Je raconte tout à tout le monde et je me dis autant que ça serve aux gens. Comment se passe comment se passe le retour à la maison? Parce que c'est folklore, souvent. Oui, c'est folklore, et puis pareil, on a un peu... Déjà, c'est on est 3, du coup on est 3, là, nouvelle organisation, etc. Et puis, on essaie de... Moi, je me rappelle, on essayait
déjà de se rappeler de ce qu'on avait appris à la maternité. En fait, là, le truc, c'est on se dit, on n'a plus la béquille de la maternité. Parce que même si des fois, la maternité, ça peut être un peu pénible, parce que des fois, il y a des infirmières qui passent, qui viennent checker tout le temps, on peut entendre les bébés des voisins qui hurlent, et puis t'es pas chez toi, donc c'est pas... Moi, j'étais très contente de revenir chez moi, mais d'un côté, on disait, là, on est tout seul. Là, on est tout seul. Et donc, on essaie de se rappeler bien les gestes, les soins, de les faire correctement. On essaie de pas paniquer pour le moindre truc. Ah, il respire. T'as vu, il est OK. On l'amène à l'hôpital. Non, faut pas essayer de pas faire ça. De toute façon, on le ferait, hein. Dès qu'il a de la fièvre, il a 39. On va à l'hôpital. Mais ouais, c'est un peu la panique et puis surtout le rythme du premier mois, il est moi je me rappelle des cycles de 3 heures qui tournaient en boucle. C'est-à-dire que il dormait 1 heure et après il se réveillait, il fallait le nourrir, le changer, un petit peu d'éveil et puis il redormait 1 heure et c'était ce rythme-là pendant 1 mois. Du coup, tu dis, mais je dors plus jamais 8 heures d'affilée. Et non. Personne te l'avait dit. Oui, et donc ouais, c'est vraiment moi c'est ce rythme-là de cycle de 3 ou 4 heures là, pendant le premier mois qui m'avait marqué, où je me suis dit, c'est vraiment un truc super différent parce que même la nuit, même à 2h du matin, même à 3h du matin, il faut s'organiser pour essayer de pas être trop fatigué. Parce qu'au début, avec mon mec, on fait tout ensemble, la bêtise. Parce que non, on se relaie, il y en a un qui essaie de se reposer et dormir peut-être 2 cycles d'affilée pendant que l'autre assure. Enfin, voilà quoi. Mais ouais, c'était découverte de tout. Et puis surtout qu'au début, les enfants changent beaucoup. En tout cas, le premier mois, il y a plein de choses qui se passent. Le système digestif qui termine d'être réglé. Donc, les cacas, on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a un nuancier de caca dans le... Qu'est-ce que c'est comme... C'est taupe. Pourquoi c'est normal que ce soit taupe? Donc... Tu les as gardés d'ailleurs. Oui, j'ai gardé. On a fait la chambre de cette couleur. Oui. mais ouais, c'est tout un... c'est surtout le côté, c'est incertain, on ne sait pas trop comment faire, mais en général, il faut se faire confiance et en général, en vrai, il faut se faire confiance et on sait comment le faire. Moi, je sais que moi, par exemple, j'ai allaité et j'ai eu... à la maternité, tout le monde me donnait des conseils différents. Ouais. Chaque péricultrice, c'était une qui me disait 10 minutes un sein, 10 minutes l'autre sein. Il y a une autre qui me disait 30 minutes un sein, après vous l'enlevez, et la prochaine tétée, c'est 30 minutes l'autre sein. Et ok, il y en a qui me disaient à volonté, et moi je le faisais plus à volonté pour mon fils. Et en fait, on n'était pas sûr. Et on faisait un mix de tout, on n'était pas trop sûr. Et je sentais qu'il fallait que je fasse à volonté. Et au final, j'ai appelé une conseillère en lactation parce que du coup, perdu, je me dis on va demander aux professionnels, des professionnels du lait. Oui. Donc on a appelé une conseillère j'ai oublié le nom. IBCLC? Non. Si tu le dis, je te crois. Hein. Bon, c'est un sigle comme ça, je l'ai dit à l'envers, je pense, mais c'est un sigle comme ça, IBLC, je crois. Et elle est venue, elle m'a dit oui, c'est à volonté. Oui, c'est en fait, c'est tant que le bébé veut, vous le mettez au sein, etc. Donc, et là, ça allait beaucoup mieux, etc. Donc ouais, il faut pas hésiter aussi non plus à demander de l'aide. Moi, on n'est pas solo. Il y a des spécialistes qui ont étudié les sujets autant sur le sommeil que sur parce que moi pour le sommeil aussi, mon fils il dormait très très peu. Et pour le sommeil, j'avais demandé à une nana et elle nous expliquait les cycles de sommeil, comment ça marchait, comment bien s'adapter. Nous, on se rendait compte qu'on le couchait beaucoup trop tard, qu'il fallait coucher plus tôt, que les périodes on le overstimulait et que du coup, il était trop énervé pour s'endormir. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient qu'il avait des mauvaises nuits. Du coup, il y a des conseils. Et je trouve qu'on n'est pas assez accompagné des fois sur des trucs comme ça. Il y a des conseillers, il y a des gens qui peuvent te dire... tu fais n'importe quoi là. C'est pas comme ça. Non mais moi j'ai étudié, non c'est comme ça. Ah d'accord. et en vrai à chaque fois moi j'ai jamais regretté aucune consultation. Autant pour l'allaitement où tu dis que je vais y arriver. Moi premier mois je vais y arriver, je vais pas y arriver. Est-ce que c'est lancé, etc. Tu te foutais la pression un peu? Un peu ouais parce que là maintenant en ce moment c'est vraiment le message de l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux pour le bébé, etc. Puis surtout c'est gratuit. Impeccable. Moi, je voulais que ça marche et je voulais que ça se passe bien. Et ouais, du coup, comme c'est le premier, tu sais pas trop comment le positionner, tu sais pas s'il y a une bonne succion, tu sais pas si la lactation est bien lancée. Donc, il y a plein de choses qui font que
tu sais pas si tu fais bien en fait. Mais en fait, et en vrai, je me dis quand j'y pense, instinctivement, j'aurais fait la bonne chose. Mais voilà, la maternité, on m'avait donné tellement de conseils contradictoires et tout et n'importe quoi que même il y avait une nana qui m'avait une puéricultrice qui m'avait dit qu'il fallait compléter parce que j'avais pas assez de lait, il fallait compléter avec du lait maternel en pipette. Ok. Et en fait, non, faut pas compléter, il faut juste laisser plus longtemps au sein. C'est juste que en fait, le fait de mettre le bébé au sein, ça va activer la lactation. Et donc, si je laisse 10 minutes, ce qui n'est pas assez pour un premier bébé, il faut le laisser plus longtemps. Oui, ça, il va pas assez manger et ça sert à rien de compléter avec un lait maternel. Donc, il y a plein d'avis différents et tout le monde n'est pas forcément formé à la lactation en clinique ou en hôpital, du coup, en maternité. Donc ouais, et pas hésiter à appeler les personnes compétentes. Il y a la Leche League aussi, où il y a les BSC, c'est des nanas qui ont vraiment étudié la lactation, qui savent comment ça marche. Tu arrives à garder ton potentiel joueur et rieur là, dans ces moments où c'est dur, où t'as pas beaucoup dormi, etc. Alors, c'était très gens qui rient, gens qui pleurent. Ouais, moi, je me rappelle, il y a beaucoup de choses qui me faisaient rire. Il y a beaucoup de choses qui nous faisaient rire parce que, par exemple, je me rappelle des fous rires où des fois des bébés te font un caca gigant d'adulte qui a beaucoup mangé à Noël. Tu fais dans une couche où tu dis... D'un tonton. Ouais. De tonton GG. Non. Et du coup, ça te dégouline sur le... Enfin, moi, je me rappelle, ça m'était dégouline sur le pantalon. Enfin, fou rire, tu peux que rigoler de ces trucs-là. Et puis des fois... t'es fatigué, tu pleures. Moi, je me rappelle, je pleurais beaucoup premier mois, mais c'était pas grave, c'était juste soupape de sécurité. Il fallait que je pleure, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatiguée. Mon mec aussi, il pleurait. Moi aussi. Mais après, ça allait mieux et puis on reprenait le truc en disant c'est passager. Parce que ouais, c'est ça aussi, il faut se dire c'est passager. Moi, je me rappelle, les 2 premiers mois étaient très très durs. Les 2 premiers mois étaient très 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 durs. Donc on tenait le coup, il y avait des moments de bonheur et il y avait des moments où on rigolait et il y avait des moments où on n'en pouvait plus, on pleurait quoi. Tu parles aussi de la rééducation de ton périnée dans ton spectacle. Oui. C'est un vrai sujet, hein, on en parle. Ouais. C'est pareil, c'est pas un truc dont on parle. Non, ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas, que c'est à vie en fait, parce qu'il y en a qui, même maintenant quand je vois des filles, moi j'ai fini, bah non, t'as accouché et c'est toute ta vie, parce que ça a été ravagé là. Il faut vraiment remuscler à fond. C'est sûr, il y a un poids lourd qui est passé par là. Ouais, il faut remuscler tout le temps. Sinon, après, c'est pas immédiat que tu vas voir les conséquences. Ça va être à 50 ans que tu vas faire un peu d'incontinence, etc. Donc, ouais, c'est tout le temps qu'il faut faire D'ailleurs, je l'ai fait actuellement. Non, Tu peux le faire tout le temps. C'est vrai, tu peux. Je fais les exercices. Non, mais c'est... Faisons-le présentement en écoutant ce podcast. Voilà, écoutez, Musclé. et faites vos exercices. Contractez. Très bien. Moi, elle faisait ça, ma sage-femme. Tu faisais quoi? Tu contractais, tu tenais? Oui, très bien. Elle était très fière de moi. Merci. Du coup, j'étais contente aussi. C'est une idée d'épisode de podcast. C'est ça. T'imagines? Exercice numéro 4. Et donc, ouais, oui, surtout que des fois, on n'est pas forcément au courant qu'il faut faire ça. Il y en a qui savaient... Attends, je crois que c'est ma sœur qui savait même pas. Ou que ça lui est sorti de la tête. Et du coup, elle a même pas pris de rendez-vous après son accouchement. Ah ouais. Et il y a sa femme qui est venue chez elle, qui lui a dit ok, tout va bien, etc. Reprenez rendez-vous. Et elle a oublié. Et du coup, je dis mais c'est ça, il faut que tu ailles le faire, ton rééducation. Parce qu'on a accouché au même moment, à un mois d'écart. Oh, fou. Ouais, c'est trop bien. Du coup, je pouvais la surveiller. Et t'as fait ça? C'est ta petite sœur? C'est ma petite sœur. Ouais. Et du coup, non, elle savait pas qu'il fallait faire ça, etc. Et... Aux États-Unis, c'est pas du tout, dans le parcours de santé, il n'y a pas de ça. Et en fait, il y a plein de meufs qui, juste à 40 balais, elles éternuent et en fait, elles font pipi dans leur culotte. Oui, c'est terrible, c'est terrible. Ouais. Moi, je me rappelle, mais vraiment, en plus, surtout que c'était dramatique, parce que moi, vraiment, après l'accouchement, Très bonne vanne, très bonne source de vanne. Non, vraiment, après l'accouchement, je le dis dans le spectacle, je dis, je me penche, je pète, quoi. C'était vraiment... puis c'était des trucs, oh, mon bébé, je prends mon fils. Il faut vraiment faire la rééducation du périnée. Après, je prends rendez-vous en urgence. C'est plus possible, parce que vraiment, c'est pas glamour, quoi. T'es là, tu pètes à tout va. Enfin, en fait, t'as vraiment plus de résistance, quoi. C'est horrible. Donc, C'était important pour toi d'en parler dans le spectacle, de mettre au-delà des vannes que ça fait, parce que les vannes de prout, on sait très bien, ça marche toujours. Évidemment. Mais c'était important pour toi. Oui, ouais, pour moi, ouais, je trouve, c'est vraiment comme le bouquin en fait. C'est des choses que
dont je trouve qu'on ne parle pas. Et c'est vraiment... pour moi, c'est nécessaire en fait d'en parler. C'est notre santé, c'est des choses qu'il faut savoir. Et puis, il faut aussi... Moi, je profite du biais de l'humour et du spectacle pour le dédramatiser et pour dire on peut en parler. On peut en parler, les filles. C'est normal. Ça arrive à tout. Nabila, elle a pété. Mais Cet exemple. Elle arrêtait pas de péter, Nabila, vous êtes fous. Non, mais voilà, tu vois. Je la connais personnellement. Elle m'a même pété dessus une fois. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que on peut avoir honte et s'enfermer dans le silence en disant qu'est-ce qui m'arrive, je sais pas, et pas penser à la réduction du périnée. Donc je profite moi du spectacle pour dédramatiser. Si on peut en parler assez librement, ou au moins tu dis, t'as vu le spectacle d'Élodie, t'en penses quoi, machin, et que ça peut ouvrir une discussion, tant mieux. Et oui, moi c'était pour déjà parce que c'est rigolo, une blague de prout, et en plus parce que parce que c'est aussi c'est des sujets tabous en fait. C'est des sujets qui sont trop tabous, comme beaucoup de choses en fait féminines, et surtout autour de l'accouchement, où l'accouchement ce n'est que du bonheur. Non, c'est pas que du bonheur. Non. Et il y a des trucs qu'il faut en parler. Elles ne font pas caca. Non, C'est des paillettes. Jamais. Voilà. Exactement. Non mais oui, c'est donc voilà, c'était pour comment un peu libérer la parole un peu sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui t'a... En fait, comment tu vois ton spectacle, genre la V1, tu sais, dont tu parlais tout à l'heure, par rapport à aujourd'hui? Est-ce que tu as la sensation que t'es plus la même humoriste? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah oui, je pense, ouais. Parce que vraiment, avant, les enfants, les bébés, c'est... Oula. Enfin, je sais pas, j'avais un peu peur. C'est oula, loin de moi, l'enfant. Et... tous les enfants, et maintenant que je vois un bébé, je fonds, oh c'est trop mignon, ça me rappelle le mien et tout. Donc non, il y a un truc qui change un peu quand tu te confrontes à la maternité, et puis tu développes des gestes, et puis aussi une confiance en fait. Je pense que j'avais une espèce d'aversion parce que j'avais peur de moi, j'avais peur de, je sais pas m'en occuper, le petit il va pleurer, il va être dans mes bras, il va pleurer, etc. Et maintenant, je sais que c'est pas grave, un enfant c'est pas grave. Moi, je prends un enfant, je sais le calmer, je sais comment être rassurante parce que j'ai fait ça pour mon fils et du coup, j'ai vu que derrière, en fait, j'avais les automatismes de comment bien prendre le bébé pour qu'il soit un peu être enveloppant, etc. Pour que les enfants soient pas comme ça avec les bras. Donc voilà, il y a des espèces de méthodes de maman qu'on sait après faire et du coup, j'avais moins peur de moi avec les enfants. En fait, c'était ça. Parce que quand je disais je veux pas d'enfants, c'était juste que n'approchez pas vos enfants. Mes copines enceintes, approchez pas vos enfants de moi, j'ai peur. C'était plus ça le message en vrai. Peur. Ouais. C'est vrai que quand je regarde ce que je disais, en vrai, c'était juste... tu vois, quand tu vois des filles mal à l'aise, quand tu leur donnes un bec, ils font « Oula !» ou « Non, j'aime pas les bébés ». C'est pas qu'elles aiment pas les bébés, c'est qu'elles ont peur, en fait, déjà de provoquer un malaise avec le bébé, que le bébé se mette à pleurer, etc. Et qu'elles ont peur de pas savoir comment réagir. C'est tous ces trucs-là auxquels, en fait, on est confrontés. Et t'étais cette nana-là? J'étais cette nana-là complètement. Okay. Mais à 1000%. N'approchez pas vos bébés de moi. Je sais pas faire. C'était comme ça. Aidez-moi. Vraiment, c'était bloqué, quoi. Bloqué. C'est fou. Tu vois, j'ai toujours du mal à comprendre ce qui t'a débloqué, justement. On en parlait tout à l'heure au début du podcast, mais j'avais pas compris à quel point t'étais j'en veux pas du tout. Et en fait, non, c'était pas j'en veux pas du tout. C'était les enfants des autres déjà. Ah oui. J'étais pas à l'aise. Oui. Pas avec les enfants des autres. Je me dis peut-être que le mien, ça ira. Et puis avec mon mec, c'était vraiment bon, on essaie pour voir ce que ça donne. Okay. Et puis c'est arrivé très vite. Parce qu'en plus, on essaie pour voir ce que ça donne. Moi, j'avais déjà 31. Donc je me dis, ça se trouve, c'est trop tard. Bon, c'est pas grave. Moi, j'avais pas un énorme désir d'enfant. C'était parce que trop c'était tard à 31 ans. je sais pas. Peut-être tellement on te dit. D'où ça te venait cette idée? Mais je sais pas tellement on nous dit à 24 ans pic de fertilité, 27 ans ça y est t'as les œufs pourris à la poubelle. Ah ouais. Ouais, moi c'est que ma gynéco aussi était là, elle me tardait pas trop. Hein, donc Wow. il y a beaucoup de choses comme ça et petite pression quand même. Hein. Ouais, petite pression. Et puis moi je savais que jusqu'à cet âge-là aussi il y avait ce truc-là de j'étais trop égoïste et je voulais trop faire des choses pour moi. Pour me consacrer à un enfant et après j'ai pas envie de faire un enfant après lui en vouloir. J'ai pas pu faire ça à cause de toi, j'ai pas pu donc je voulais vraiment m'accomplir et être heureuse dans ma vie, donc tu vois, en plus moi j'ai changé de métier à à quel âge j'ai changé de métier 28 29 quoi, donc c'est vraiment arrivé un peu après. Tu faisais quoi avant? J'étais ingénieur en mécanique, rien à voir. Oui. Et
peux te dire que c'était un sacré bordel au bureau. Et c'était trop marrant parce que du coup, j'ai joué à Marseille. T'as fait des études d'ingénieur, tu vois. Rien que ça, je t'imagine dans la promo avec tous les autres ingénieurs. Non, mais alors, j'étais dans une promo très cool. Ouais. Non, très, très cool et tout ça. Et même quand j'ai bossé, là, il y a mes collègues qui sont venus me voir à Marseille. J'ai joué à l'espace Julien, là, à Marseille. Il y a tous mes collègues. Il y a même mon chef. Je raconte une blague sur mon chef qui me voit, etc. Et il me dit, mais c'est vrai. Oui. Et donc, il a découvert tout ce que je faisais comme bêtises pendant qu'il était avec de tournées. J'ai dit, bon. Je me dis, t'as bien trouvé ta voix. Oui, merci. Je sentais que j'allais pas avoir des augmentations de folie. Oui, c'était pas. Mais donc, ouais, non, c'était. J'attendais d'être bien accomplie, en fait, moi, seule, dans mon métier, être heureuse. Et que là, je me suis dit, bon, là, c'est bon, je peux envisager de rajouter quelqu'un à s'occuper. Mais sinon, avant, je sentais que j'étais trop égoïste et trop focus sur moi-même, il faut que je me trouve, il faut que je trouve ce que je veux faire pour avoir des enfants. Donc après, c'est pour ça qu'après, je me dis, bon, pourquoi pas avec mon mec, plus aussi, il fallait aussi que ce soit la bonne personne. Oui. C'est toujours mieux de... Oui, mais après, il y en a qui veulent absolument, qui ont la maternité en elles et qui veulent, peu importe qui. Peu importe la semence. Voilà. Mais moi, il fallait que ce soit avec la bonne personne et si je n'avais pas d'enfant, pour moi, c'était pas dramatique. Maintenant que j'ai mon enfant, oh mon Dieu, à quoi j'en ai passé. Mais oui, j'avais pas un besoin comme ça de absolu. T'as la sensation aujourd'hui que, en fait... comment tu regardes la Elodie qui voulait pas d'enfant à l'époque? Tu dis là aujourd'hui que j'ai mon enfant, je me dis je suis perdu. Je sais pas en fait. Je sais pas en fait. Je me dis si j'avais jamais eu d'enfant, je sais pas comment j'aurais été. Je pense que j'aurais été bien quand même. J'aurais été bien quand même parce que j'étais bien. C'était une époque où j'étais bien quoi. Je pense que j'aurais été heureuse quand même. Hein. Mais là maintenant, je peux plus imaginer ma petite bouille. Tu sais, je fais des milliards de bisous, il dort. Oui, maman. Oui, oh. Laisse-moi. Ouais. Comment tu concilies ta vie d'humoriste? Tu pars en tournée, là? Ça, c'est le plus dur, ça. Et tu pars en tournée, tu vas à droite, à gauche. Ouais. Tu pars à chaque fois, peut-être tu fais quoi? Tu fais 2 soirs par semaine? À peu près, en général, c'est ça. C'est 2 soirs par semaine où je suis pas là, en moyenne. Et ça, c'est vraiment le plus dur. Ça, c'est ce qui me coûte le plus, c'est vraiment de partir et de laisser mon fils... seul, surtout que des fois maintenant il a 3 ans, donc vraiment encore quand il était petit, je sentais qu'il se rendait compte que je partais un peu longtemps, parce que quand je revenais il me boudait un peu, je sentais qu'il était un peu dur avec moi, il était de mauvaise humeur, ronchon, il voulait pas être dans mes bras. Pareil. C'est vrai? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de chat, mais c'est possible hein. Oui. Mais en tout cas il me faisait un peu la misère et je sentais. Après, il y a une période où il avait accepté, et là, il a 3 ans et demi, et du coup, il me commence à dire, je veux plus que tu partes. C'est dur. Oui. Donc là, c'est vraiment dur, etc. Mais je lui explique, non, il faut que je travaille. Je suis tout le temps à la maison. Je suis souvent à la maison. Oui, en dehors de ça, je suis tout le temps à la maison, je vais te chercher le soir, on joue, machin. Donc, mais voilà, il aime pas trop, et c'est vrai que c'est le côté le plus dur de concilier, trouver l'équilibre qui va bien entre la vie de famille, et puis même moi aussi, j'ai tout le temps envie d'être avec lui, quoi. Oui. La vie de famille et le travail, quoi. Et ton mec, j'imagine qu'il est au rendez-vous de cette là? Oui, bien sûr. Lui, c'est son bébé, son amour, ça, c'est une maman poule. C'est ouais. Et de toute façon, c'était le deal. Hein. Je lui ai dit, comme je savais que j'avais un métier où j'allais être en tournée, j'ai dit, alors rassurer, des fois 2-3 jours d'affilée, seul avec l'enfant, il va falloir que tu prennes vraiment ta part, quoi. C'est parce qu'il y en a qui, je prends ma part, et j'ai changé une couche le premier jour, après j'ai donné 3 biberons. Non, là c'est vraiment, faut que tu saches tout gérer de A à Z, et il assure de A à Z. Enfin, il y a aucun souci, tout va bien, quoi. Il gère. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude. Ouais. Parce que les gens, par exemple, quand je disais que par exemple j'ai un fils, que j'étais à Paris par exemple, que moi j'habite à Clermont-Ferrand, et qu'ils me disent il est où ton fils qui a, je sais pas, il a 10 mois, et il est avec son père. Non, c'était son fils il a 10 mois. Mais il est où là? Il est avec son père. Il a un papa qui s'en occupe très bien. Moi je tirais mon lait, tout va bien. Donc non, il y a vraiment et les gens c'est pas rentré du tout dans le truc en fait il y a pas que la maman. Bah oui. C'est pas du tout rentré dans les comme encore aujourd'hui, quoi. Comme à la maternité. Ouais, c'est vrai. Moi c'est vrai. Mais souvent on me le fait mais qui c'est qui le garde? Ou même on pense, par exemple, des fois on pense plus facilement c'est ta mère qui le garde, que à non, il a un père quand même. Mais c'est juste la suite.
la continuité de ce que pense, enfin, tu vois, de la maternité, quoi. C'est la continuité de la maternité où tu vois, c'est vraiment limite, tu dis, hein, c'est un parent secondaire, quoi. Ouais. Et alors, moi, je l'ai pas à mon école maternelle, c'est trop bien. Parce que l'école maternelle, ils appellent autant de fois le père que la mère quand il y a eu un problème. Donc ça, c'est trop bien. Mais je sais que j'ai des copines qui me disent... j'ai une copine, elle est commerciale. Son mec, il travaille sur place. Et il me dit, quand il y a un problème à l'école, il m'appelle moi. Et donc moi, je vais lui dire, appelez mon mari. Moi, je suis en déplacement, appelez mon mari. Il est directement à côté de l'école, quoi. Et c'est des réflexes qui sont ancrés, qui sont encore trop ancrés. Qui sont là encore pour longtemps, sans doute. Hein. Ouais. C'est dommage, je trouve que c'est dommage. C'est dur, mais après, des fois aussi, tu vois aussi des papas, tu vois des papas aussi qui sont pas impliqués, des papas qui sont aussi, c'est fait, hein, ma femme, regarde. Donc en fait, j'ai toujours ce truc où j'imagine que ça se joue un peu dans les deux sens, c'est-à-dire que toi, en tant que maman, il faut aussi laisser la place, exactement. et en fait, il faut que le père, il se sorte les doigts pour y aller, quoi. Exactement. Tu vois, donc il y a un peu faut un vraiment jeu. lui dire, vas-y, et moi, vraiment. Parfois, le laisser mal faire, aussi. Bien sûr, mais en plus, le laisser mal faire. Nous aussi, les mamans aussi, on fait mal. Moi, je pouvais pas faire les soins du cordon, c'était horrible. Je trouvais ça et du coup, j'arrivais pas, je le faisais mal. Le mec il me dit, mais tu nettoies pas bien. Donc, tu vois, nous aussi, en vrai, on sait pas faire. C'est des fois, tu veux pas lâcher ton truc parce que c'est ton enfant, etc. Donc, t'es un peu, mais laisse la place, faut laisser la place au papa. Et surtout, il faut les impliquer. Des fois, les forcer. Dire, là, il me semble que c'est le tien. Donc, va t'en occuper. Non, ouais, c'est... Parce que sinon, c'est... Parce que on travaille encore, et c'est l'époque où on travaille pas, mais là, on travaille. Et en plus, c'est vraiment 2 jobs que tu cumules, quoi. Du coup, des fois, il y a des couples qui explosent, des trucs comme ça, quoi. Donc ouais, c'est... Moi, en tout cas, c'était une discussion qui était très, très posée avant toute décision. C'était... Tu prendras ta part. De toute façon, après, il sait avec qui il a fait un enfant. Moi, je suis une bordélique, je suis un bordelin. Donc, je suis pas du tout. C'est plutôt lui qui range, c'est ça, dans le couple ou qui... Non, lui plus. Aussi. Mais bon, il savait que j'allais pas être... Tu vois, si on fait un concours de qui va ranger... ça peut rester longtemps. 50-50, voilà, ça se joue. Donc, il savait très bien. Mais je lui ai dit, tu vois, pour la maternité, c'est pareil. Je vais être fatiguée, c'est toi qui vas prendre le relais. Je vais être pas là, il va falloir que tu saches tout faire. Comme moi, il faut que tu saches... À part allaiter, et je tirerai mon lait, mais... quand je serai pas là, mais faut que tu saches tout faire, quoi. Il y a pas de truc de comment dis donc, elles sont où les tétines. Voilà, du truc comme ça, pas possible, faut que tu saches tout. Putain, je faisais ce genre de truc, moi. Dis donc. On travaille, hein. Tu vois, c'était il y a 15 ans. Ah, mais c'est ça. Et dis-toi que là, tu vois, 15 ans après, ça a un peu plus évolué. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, et les papas. Et dans la vidéo, c'est pas du tout à charge des papas. C'est à charge de la société et de tout est fait pour qu'on charge la maman, quoi. Et des fois, en plus, les mamans ne veulent pas lâcher du lest. Et du coup, elles se retrouvent épuisées, burn-out, ça crée des tensions dans le couple, etc. Donc, il faut savoir lâcher. Il faut savoir lâcher un peu du lest. Le féministe. Le féminisme. Ah oui, c'est ça. Bien vu. Le féminisme. Moi, je fous rien et c'est ma façon d'être féministe. C'est à toi de le faire. Mais c'est cool en même temps. Oui, ça laisse la place. C'est vrai. Mais et je sais que tu t'es pas senti touché par une mission céleste, tu vois, il faut porter le féminisme. non, mais tu vois, de t'occuper de ton fils. Au contraire, t'es vraiment ce truc. Parce que parfois, tu peux avoir tu vois, en théorie, tu te dis, ok, en fait, il va falloir que tu prennes ta place et tout. Et une fois que l'enfant arrive, t'es là, oh non, en fait, c'est ma poupée, quoi, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. Mais après, il y avait des choses aussi. Enfin, moi, j'ai vite senti que si je prenais pas soin de moi, j'allais pas pouvoir prendre soin de lui correctement. Donc, si j'allais m'épuiser, à un moment, qu'est-ce que je faisais qui m'a fait dire ça ? Je crois que c'était l'allaitement. J'étais tellement fatiguée. Parce qu'en fait, l'allaitement, c'est ma mère qui me disait, il faut boire de l'eau. Et après, c'est un vrai truc, hein. Pour une fois que ma mère dit pas des conneries. Il faut boire de l'eau. Coucou maman. Coucou maman, on t'embrasse, Odile. Et il faut boire de l'eau et dormir pour avoir une bonne lactation. Et moi, je voulais l'allaiter, changer, passer mon temps avec mon fils, etc., etc. Et en fait, je trouvais pas le moyen de dormir. Et donc, à la prochaine tétée, j'avais pas eu de montée de lait à nouveau. Et du coup, les tétées se passaient mal parce qu'il y avait rien qui venait, etc. Moi, je pleurais, ça me faisait mal. Tout se passait mal. Et en fait, j'ai juste dit... Le cercle merdeux, un peu, quoi. J'ai juste dit à mon mec, est-ce que tu peux juste changer la couche
et jouer un peu avec lui pendant que moi je fais une petite sieste, histoire de recharger le lait. Et en fait, juste ça allait mieux et tout allait mieux derrière, quoi. Donc des fois, il faut savoir Demander de l'aide. demander de l'aide. Oui, bien sûr. Il faut pas se prendre pour une super-héroïne. Et vraiment, moi, c'est la conseillère en allaitement qui m'a dit ça, qui m'a dit prenez soin de vous pour pouvoir prendre correctement soin du bébé. C'est pas parce que vous allez vous saigner et vous sacrifier que le bébé va être bien. Parce que non, il va sentir que vous êtes à bout, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le temps. T'étais plutôt parti là-dessus au départ. Au début, ouais, bien sûr. Ah, bien sûr, au début, on est un truc sacrificiel. Mon enfant, ma chère, je donnerai tout. Et en fait, non. Mets-toi bien. Après, tu donnes un petit bout de ce que tu as. Voilà, c'est mieux que de tout donner et d'être décrépit, quoi. Comment ça va aujourd'hui avec ton fiston qui a 3 ans? Ah, ça va trop bien. Ah, elle a 3 ans, c'est trop bien. Il est trop rigolo. En plus, il est trop rigolo. C'est un petit pitre et tout. Enfin, je dis pitre. Oh, je suis une maman. Mais pitre. Oui. Pitre. Tu dis pas pitre quand t'as 25 ans. Ben non. Tu connais Kevin, un pitre? Non, tu dis jamais ça. Tu dis, oh là, mon fils, c'est un vrai pitre. Ah ouais, ça, c'est une maman. Mais non, ouais, non, là, c'est trop bien. Là, c'est trop bien. De toute façon, moi, à partir d'un an et demi, quand il a commencé à marcher, à vraiment communiquer avec nous et tout ça, j'ai trouvé ça trop cool et trop bien. Et puis, nous, en plus, on a vu une conseillère en sommeil qui nous a dit par exemple, on mettait des mobiles qui excitaient les enfants. Il dort pas bien. Ah oui, ça faut l'enlever. Elle nous donnait à quel moment il fallait le coucher. Et du coup, il était calé sur le rythme, son cycle naturel. Et à partir de là, mon fils, il a dormi peut-être 20 heures par jour, 20 à 18 heures par jour. Ouais. Aujourd'hui encore, il fait des siestes de 3 heures. Je le couche à 14 heures, il revient à 17 heures comme ça, et je suis comme ça. Je suis bien dormi, maman. Ah oui, je vois ça. Mais il va à l'école? Il va à l'école, ouais. Et il fait des siestes Il fait des siestes. Non, il dort moins à l'école, parce qu'il y a du bruit un peu à côté. Mais à l'école, il fait encore les siestes. Et ouais, en fait, à partir de là, c'était cool, parce que du coup, on avait un enfant 4 heures par jour. Un enfant à mi-temps. Ouais, c'est un mi-temps thérapeutique d'enfant. Et en fait, du coup, on a pu se reposer, ça allait mieux. On a compris aussi qu'il fallait avoir un autre rythme, que c'était plus possible de se lever à 10h du matin, mais c'est pas grave. On allait se coucher plus tôt, que voilà, il y avait... que oui, en plus, lui, plus reposé, c'était un bébé qui est devenu super souriant. Donc déjà, le côté sommeil, c'était cool. Et puis après, quand il commençait à communiquer avec nous, c'était trop bien, quoi. Après, c'est vrai que c'est demandant, mais voilà, c'est trop bien. Moi, je suis une grande enfant, donc à chaque fois, on joue avec le petit, on se régale. Il y a des trucs qui nous fait... Et puis à cet âge-là, ça nous fait trop rire, quoi. Et des fois, il se cache, mais c'est nul. On joue à cache-cache, on se demande ça. Tu joues à cache-cache, il est nul. On voit tes fesses qui dépassent. Ou des fois, c'est où est-ce qu'il est? Je suis là. Oh, t'as perdu. Donc non, c'est trop rigolo. Non, moi, de toute façon, à partir de 1 an et demi, moi, j'ai vraiment kiffé. Un peu avant, c'était un peu dur parce que tout ce qui est sommeil, organisation, même... les maladies, on est un peu stressé, les dents, tout fait que t'es un peu stressé, mais à partir d'1 an et demi, jusqu'à maintenant, là, c'est du régal. Moi, en tout cas, il y a juste vraiment quand je dois partir, je suis là, oh non, ça c'est dur. Ouais. Mais sinon, non, là, je suis contente. Ouais. En tant que féministe, oui. Qu'est-ce que ça te fait d'élever un petit mec? Ah, ça fait chier. Ouais. En plus, il est blanc. Je dis dans mon spectacle, il est blanc. J'ai donné naissance à un petit homme blanc. J'espère qu'il va être gay, qu'il est au moins une petite minorité. Non, mais non. Alors, par contre, non. Après, si sérieusement, par contre, j'espère lui inculquer des bonnes valeurs pour qu'il soit un allié et qu'il considère Mais c'est dur, parce qu'en vrai, il y a tout autour. Les mamies qui lui offrent que des camions et des robots et des bagarres, etc. Des fois, mon mec, il y a des trucs de... Faut pas pleurer comme une petite fille. Enfin, des trucs comme ça qu'il faut... Des trucs comme ça, ton Bah oui, en fait, des réflexes. Bien sûr. Que je suis obligée de lui reprendre à chaque fois. Oui, pourquoi Et là, il sent l'embrouille qui va venir. Ah non, pardon. Oui, c'est vrai. Faut pas qu'elle pleure, parce que moi aussi, j'ai pleuré de toute façon. Il faut lui faire écouter mon podcast Histoire de mec. Bah oui, c'est ça. Pour qu'il comprenne un petit peu que t'es pas parce que t'es un gars que... Mais oui, non, mais... tu peux pleurer, quoi. Mais c'est ça, mais c'est vraiment... Je pense qu'il le voit comme une expression, parce qu'il n'a pas de problème avec ça. Mais c'est un truc qui est... Tu sais, qui est ancré, ouais. C'est des éléments de langage. Mais c'est des trucs qu'on nous a dit en plus quand on était petits. C'est des trucs qu'on nous a dit quand on était petits, et puis c'est des éléments de langage en plus. Et le truc, c'est qu'on se rend pas compte que ça influence totalement notre façon de penser. De pleurer, c'est pas bien, c'est pour les petites filles, etc. Donc là, il y avait un truc pareil à l'école qu'elle a fait la maîtresse de mon fils.
Elle a dit on s'amuse à distinguer les filles et les garçons. Je dis oui, bon, éventuellement. Et du coup, je dis que les filles, c'est ceux qui ont les cheveux longs. Et il y a un petit garçon qui a les cheveux longs. Donc, elle a juste servi à traumatiser le petit garçon de la classe de mon fils. Et elle a dit, du coup, tous les petits garçons, ils ont dit, c'est une fille. Et tout ça. Cool. Arrêtez ce cours. En plus, ça sert à quoi de dire les filles, les garçons? Enfin, je vois pas trop l'intérêt de faire ces trucs-là. En plus, c'était vraiment très... les filles, on fait une gommette rose sur les filles, on fait une gommette rose sur les garçons. Mais c'est 2023, arrêtez vos conneries, quoi. Après, elle est vieille, hein. Oui, la maîtresse ça. de mon fils, elle a 60... elle est en train de manifester, là, parce qu'elle fait si je veux partir à la retraite. Mais... Il faut la faire partir à la retraite, madame. Vous êtes très sympa, mais à un moment donné... Mais elle est très gentille, mais tu vois, moi, je lui ai dit, c'est un peu problématique, les trucs comme ça. Mais c'est compliqué. Elle l'entend, à ce moment-là? Je sais pas. Non. Franchement, je sais pas. J'ai dit, en fait, à part traumatiser le petit garçon, ça servait à quoi Oui, ça. Puis en plus, ça a fait une espèce de ségrégation parce que du coup, moi, je les ai accompagnés, étant maman tout le temps là, je les ai accompagnés, ils ont fait une sortie au cinéma, les petits. Je les ai accompagnés et du coup, toutes les petites filles, nous, on reste entre filles. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais ça vient d'où? Parce que moi, je me rappelle, à la crèche, ils jouaient tous ensemble. Tous les garçons, toutes les filles jouaient tous ensemble. Et arrivé en maternelle, je sais pas si c'est parce que la maîtresse a parlé de ça ou quoi. Ouais, c'est tout, en fait, c'est la société entière, quoi. Et voilà. Et donc, disons qu'elle aide pas. Ça aide pas du tout. Si elle disait, alors vous pouvez tous vous mélanger, ça ferait un peu... Et c'est dur, parce que même pour les jouets, on voit à Noël... Même si toi, tu te bats contre ça? Putain, moi, je me bagarrais quand mes filles étaient petites. J'essaye, mais c'est... Mes parents me détestaient et tout. J'essaye, mais c'est dur, quoi. C'est dur, hein. Il y a toujours des trucs de... Et puis en plus, c'est vraiment... t'essaies de... Tu vois, il y a aussi des trucs de... mon mec, il travaille dans la course auto, donc il adore les bagnoles, etc. Donc il essaie de dire, regarde, c'est trop bien. Mais comme il adore le ski, et moi, j'adore les livres et la musique. Donc moi, c'est, regarde la musique, regarde. Donc mon fils, il a ses passions, c'est la course auto, le ski, le livre et la musique. Vraiment, les parents qui, ouais, regarde comme c'est génial, ça. Il n'y a pas le choix. Ouais. On l'influence, même si on dit on veut pas, mais on l'influence. Tu verras, à l'adolescence, il en verra tout péter. Et tant mieux. Il ira faire de l'équitation. Tant mieux qu'il trouve sa personnalité. Mais voilà, tu peux pas t'empêcher de l'influencer aussi un peu, quoi. Donc ouais, c'est un petit garçon, quoi. C'est vraiment un petit garçon. Mais j'essaye de lui inculquer le respect, de pas dénigrer les filles, ou tout ce qui peut être féminin, tu vois. Voilà, quoi, de pas se moquer du petit garçon qui a les cheveux longs, enfin, tu vois, j'essaie de lui expliquer des trucs comme ça, quoi. Mais c'est dur, hein, ça met la pression, hein, d'avoir un petit garçon. Et alors, ce truc de faire un petit garçon blanc? Non, mais c'est un vrai sujet, hein. Ouais, non. J'imagine à quel point c'est un sujet pour toi. Hein. Ouais, c'est clair, j'en fais des blagues dans le spectacle, un peu, je dis, mais le truc qui est le plus dérangeant, je trouvais, c'était qu'on pensait tout le temps que j'étais sa nounou. Alors, déjà, le fait que j'ai l'air d'avoir 12 ans, ça n'aide pas. Disons que... je le concède. Puis t'es en jean, là, t'es avec ton blouson. Laisse tomber, Bernadette Chirac. T'as un t-shirt Bernadette Chirac incroyable. Influenceur. C'est pas du tout podcastable, mais Mais oui, non, mais c'est vrai que c'est ce que me dit ma sœur. Elle me dit, après, Elodie, tu fais 12 ans, mais tu fais zéro effort. Oui, j'avoue, mais c'est confort, les sweats. Oui, je suis d'accord. Bah oui, je peux pas te dire le contraire. Ah oui, toi aussi. Je suis en hoodie. Donc, oui, donc il y a des gens qui pensent que je suis la nounou, ouais. Il y a des gens qui pensent que je suis la nounou. Et puis aussi, des fois, mon fils comprend pas qu'il est à moitié noir, quoi. Et des fois, il regarde son cousin qui est un peu plus foncé. Il dit, mais pourquoi il est comme ça? Je fais toi aussi, mais ça se voit pas. Et donc, c'est compliqué. Et il y a des conversations ici qu'on va dire, on va devoir avoir. Mais après, je pense qu'à cet âge-là, en fait, ils se rendent pas trop compte parce que des fois, il se met à côté d'un petit garçon à lui qui est tout noir. Il dit, t'as vu, on dirait des jumeaux. Mais non, il y en a un qui est quand même très noir. Mais non, pour l'instant, c'est pas encore trop un sujet avec lui, mais je sais qu'il va falloir parler de racisme, de fait qu'il soit aussi qu'il est métis, etc., c'est sûr. T'appréhendes un peu. Et qu'il a un white passing, parce que du coup, oui, c'est ce qu'on appelle le white passing, qui passe pour blanc et qui va nous obtenir des crédits. C'est toi qu'on va envoyer pour avoir des crédits. Une location d'appartement. Pour les locs d'appartement, oui. Ce sera son dossier. Exactement. Non, mais qu'il soit conscient du privilège qu'il va avoir. Qu'il va avoir de passer pour quelqu'un de totalement blanc.
Mais ouais, et je sais, tu vois, je sais pas comment tu fais. Autant, tu vois, j'ai interviewé une nana blanche qui a adopté un petit Africain, tu vois. Et en fait, elle disait qu'elle avait découvert le racisme à travers son fils parce qu'elle l'avait jamais vécu. Autant, tu vois, dans l'autre sens, je me dis, tiens, comment tu... Ah bah c'est juste lui dire, t'es noir, t'es un peu noir aussi. De toute façon, après, tu vois, ma famille a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais voilà, t'es un peu noir aussi. Et de se rendre compte du privilège qu'il a et de pas en fait, quand on lui dit que t'as un privilège, qu'on lui dit qu'il a un privilège, qu'il se vexe parce que c'est pas lui, on parle pas de lui, on parle pas de la société. C'est pas toi, oh le privilégié, oh la vie a été tellement simple pour toi, mais qu'il se rende compte et qu'il soit qu'il soit un allié comme pour le fait que ce soit un mec pour les filles, que ce soit un allié qui soit conscient de ses privilèges et qui se batte pour essayer d'avoir une certaine équité dans la société. J'espère et j'essaye d'inculquer ça, mais bon, il est petit, il a 3 ans, mais voilà, déjà on essaie déjà de... nous déjà on l'a mis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font... Il y avait aussi, nous on a eu un gros débat, gros débat, ça a été très rapide, mais il y a eu un gros débat de école privée, école publique, etc. Parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ont mis leurs enfants à l'école publique, à l'école privée, et c'est vrai que l'école privée, du coup tu restes un entre-soi, entre blancs, il y a vraiment... Donc là, nous, il est au public et du coup, on voit qu'il y a une diversité, qu'il est confronté à toutes les couleurs et qu'il n'a pas d'a priori, pas de préjugés. Donc ça, c'est cool. De toute façon, après, dans notre famille, il y a des enfants de toutes les couleurs. Donc il est habitué. Non, mais voilà, je trouve que c'est important de côtoyer tout, de ne pas avoir de préjugés et d'être conscient de son privilège. Son privilège. Comment t'appréhendes le fait le rapport à son image sur les réseaux sociaux? Ah oui, il n'est pas du tout sur les réseaux. Il n'est pas du tout. Mais plus tard, c'est pareil, dans ta vie, tu te dis, ok, ça va... C'est lui qui décidera, en fait. C'est lui qui décidera. Ouais, c'est lui qui décidera. S'il veut se mettre sur les réseaux, il se mettra sur les réseaux. Mais sur ton propre réseau, tu vois ce que je veux dire? Sur mon propre réseau? De sa mise en scène à lui. Non, ça... Je comprends aujourd'hui que tu te dises, non, ok, il est petit et tout, tu vois. Je suis mal à l'aise. En fait, je veux qu'il soit grand. Et je veux vraiment qu'il soit conscient qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et pas forcément des gens bien intentionnés ou des gens équilibrés. Des fois, c'est pas juste pas des gens, mais des fois, c'est juste des gens un peu déséquilibrés qui ont. Moi, je vois, il y a des gens des fois qui développent des obsessions, des trucs comme ça. Donc, j'essaie de garder une distance. Des obsessions. Il y a des pour gens. Toi Ouais. Ok. Mais c'est dès que t'es quelqu'un d'un peu public, t'as ça. T'as des fans chelous, quoi. Oui, voilà. Moi, c'était qui? C'était un humoriste qui s'appelle Jérémy Charbonnel qui m'avait dit qu'il y avait une nana. Il est pas suivi par des millions de personnes, mais il y a une nana qui avait développé une obsession pour lui et qui était venue chez lui, devant lui, pour agresser sa femme et son fils. Enfin, des fois, ça peut prendre des proportions. Oui. Donc voilà, je veux qu'il soit conscient de ce truc-là. Puis il en faut un seul, en fait. Un seul, ça suffit. Ça suffit. Donc je vois qu'il soit conscient de ce truc-là, que c'est pas la vraie vie non plus. Il faut pas. Enfin voilà, il y a tout une belle prévention tout autour des réseaux sociaux parce que c'est. Puis même en plus maintenant on voit avec le harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Enfin ça peut être compliqué. Donc moi si je peux le préserver un maximum et le plus longtemps possible de ce truc-là, je vais essayer. Et après s'il veut, il voudra. Hein, mais c'est avec les avertissements de sa maman un peu pénible, tu fais ça toi, oui mais moi enfin voilà, nous montre aussi que c'est un métier, je sais pas. En fait c'est ça qui est dur, c'est que je crois que dès que tu te mets toi en scène dessus, en fait c'est dur pour les enfants de pas reproduire ça en fait. Oui c'est ça. Après j'imagine qu'ils te voient, tu vois. Eh ben non. Ah tu il voit tu pas. Sépares, vraiment c'est chez moi tu m'appelles de 8h de 7h à 9h ou de 17h à 20h, je ne décrocherai pas, je n'ai pas mon téléphone dans les mains. Donc j'ai mon téléphone, je le mets en espèce de petite cage avec mon mec, on se dit, quand il est le petit, parce que déjà, faut pas trop d'écran à cet âge-là, c'est déconseillé. Et en fait, si tu as ton téléphone dans la main, t'as le réflexe, on est tous des accros, hein, donc on va checker toutes les 2 minutes et les enfants vont voir, et ils vont comprendre, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'extension de leurs bras, Donc nous on a un truc on met, donc c'est très dur des fois, parce que souvent les gens sont dispo à 20h, etc. Ils disent, je décroche jamais, mais voilà, appelez-moi dans les heures d'école, de 9h à 17h, je vous décroche quand vous voulez. Mais sinon, et donc moi je me débrouille pour faire toutes mes vidéos à ce moment-là, et même maintenant on peut programmer. Donc, ça c'est génial. Donc je les programme et après, en avant Guingamp, c'est fini. En avant Guingamp, ça aussi, très bonne expression de Daronne. Tu sais que je réalise là, c'est terrible ce podcast.
C'est une vraie prise de conscience. Hein. J'ai 47 ans. Même pas 73. Oh non, d'accord. Alors, j'ai une dernière question pour toi, si tu veux. Donc, imagine ton fiston écoute ce podcast dans 10 ans. Il le retrouve sur Internet quelque part. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire là, aujourd'hui, quand il aura 13 ans? Est-ce que tu as rangé ta chambre? C'est maman qui te parle. Range tes affaires, j'en peux plus. Non. Et en même temps, maman, toi, tu les ranges pas non plus. Donc bon. C'est vrai. Non, alors, impossible d'être bordélique et d'avoir des enfants. C'est impossible. En tout cas, nous, du coup, on s'est pris en main. Hein. On a tout rangé. On a tout rangé aussi. On a cette maladie d'accumuler. Tu sais, on avait accumulé plein de petits objets, des petites babioles, machin. Tout enlevé. T'as fait Marie Kondo, là, c'est ça? Exactement. Je te remercie. Pour tout le bonheur que tu m'as apporté, porte-clés des JO de 92, et je te jette à la poubelle. Mais non, on a vraiment jeté. On dit mais pourquoi on a ça en vrai? Et non, ce que je lui dirais, c'est que mon fils a été le truc le plus cool et le plus dur que j'ai pu faire de ma vie. Même si je suis humoriste et que c'est très cool et c'est très dur de monter sur scène, mais lui c'est le truc le plus cool et le plus dur que j'ai fait de ma vie. Et c'est trop bien, aucun regret, c'est trop bien. Ouais, ça s'entend. Et que je l'aime de tout mon cœur. Et qu'il range sa chambre. Parce que je sens que ça va être un bordélique. Merci beaucoup, Élodie. Merci. Je mettrai tous les liens pour aller te suivre sur Insta parce que c'est là-bas que tu es. Et aussi les liens pour aller découvrir ton travail, ton spectacle, mon etc., spectacle, etc. Le livre. Le livre. Bientôt en tournée aussi? En tournée, ouais, dans toute la France. J'ai déjà un peu commencé juste avant la fin d'année, ouais. Et puis on continue. Et là, tu es à l'Apollo Théâtre à Paris jusqu'au 30 mars. Alors ça va, ah oui, donc c'est trop tard. Mais on va revenir à Paris après. You will be back. I'll be back. Merci beaucoup, Élodie. Merci, c'était trop chouette. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.